Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission Dites-moi tout, docteur, qui vous parvient tous les dimanches à partir de 14 heures. Nous ouvrons ce premier numéro du mois de février par le cancer. Et il faut rappeler que le cancer constitue encore aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé estime que le cancer aurait fait 84 millions de morts dans le monde dans les années précédentes entre 2005 et 2014. Vous imaginez, selon nos spécialistes, 7300 nouveaux cas sont détectés, dont 6000 décès, 17 décès par jour. C'est pourquoi, d'où donc l'invitation de nos spécialistes en la matière, en prélude évidemment de la journée mondiale du 4 février prochain, pour vous parler un tout petit peu de cette pathologie qui fait des ravages à travers le monde. Pour plus de détails, mesdames et messieurs, restez avec nous encore une fois. Bonsoir et bienvenue à tous. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment le cancer. Je rappelle que nous avons autour de cette table professeur Bangali Traoré, chef d'unité de chirurgie des cancers à l'hôpital d'Onka, et madame et docteur Marie-Angèle Ndiaye, spécialiste en médecine du travail, présidente de l'association guinéenne pour la lutte contre le cancer. Nous avons donc deux spécialistes en cancérologie, ou en tout cas deux spécialistes en la matière pour nous parler de cette maladie, le cancer notamment. Et pour nous joindre, je rappelle, vous pouvez nous joindre au 620 58 90 73 pour la deuxième partie de l'émission. Professeur, bonsoir une fois encore. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les journées constituent pour les acteurs de la santé un moment important. Ça n'est donc le 4 février. En étant pour les cancérologues, le 4 février célébré à travers le monde. Quelles sont les activités pour cette année prévues à Conakry et à l'intérieur? Bonsoir et je vous remercie de l'invitation pour parler du cancer et de la journée mondiale contre le cancer. Alors nous avons prévu en partenariat avec le ministère de la Santé, l'association guinéenne pour la lutte contre le cancer, de réaliser des activités, notamment les campagnes de dépistage, mais aussi des campagnes de sensibilisation, de l'organisation également d'un marathon pour lutter contre le cancer. Et le marathon, c'est l'occasion de sensibiliser sur la pratique de l'activité physique régulière qui est un moyen de lutte contre le cancer, mais aussi de toutes les maladies qu'on qualifie de non transmissibles. Et nous avons aussi prévu de réaliser une campagne de recueil de messages audiovisuels de toutes les personnalités pour justement les amener à prendre des initiatives, des actions individuelles pour lutter contre le cancer cette année. Toutes ces activités, c'est pour le 4 février ou bien? Alors, pour le 4 février, c'est la campagne de dépistage. Quels sont les sites? Alors, nous avons ciblé le site de la Polyclinique Médissar, où on a aménagé un centre. À Kaporo. Oui, voilà, c'est à Kaporo. On a aménagé un centre pour dédié justement au dépistage des cancers féminins. Donc là-bas, on va dépister les cancers du col de l'utérus, mais aussi examiner le sein pour voir s'il y a des anomalies qui peuvent être suspectes de cancer du sein. Mais cette fois-ci, c'est toute catégorie de cancer que vous allez détecter, ou bien c'est seulement, ça concerne encore les femmes, cancer du sein associé vous savez, au utérus? La question du genre, c'est la femme est concernée par le cancer à plus de 60% dans notre pays. Et les deux cancers qui constituent plus de 36% de l'ensemble des cancers, c'est le col de l'utérus et du sein.
Et ce sont des cancers qui sont les plus faciles à détecter, et c'est pour ça que nous, compte tenu des ressources que nous avons, nous nous concentrons sur ces deux cancers-là, parce que ces deux cancers font près de 2000 victimes. Donc sur les 6000 décès, ces deux cancers font près de 2000 victimes. D'accord. Donc c'est une préoccupation de santé, ces deux cancers. Je sais que sur les réseaux, au niveau du ministère, le thème est déjà connu, mais c'est pour permettre à ces fidèles téléspectateurs de cette émission de connaître, partager le thème prévu, retenu pour cette année. Quel est le thème et le choix, à votre avis? Le thème retenu, c'est « je sais », non, « je suis »,« je vais ». Alors, quel est le rapport avec la maladie, docteur, professeur Bangali? Je vais, I am, I will. C'est comme ça. Justement, I am, I will, c'est-à-dire c'est un appel à une action individuelle. Okay. Donc c'est pour dire que la lutte passe d'abord par des initiatives individuelles, par des actions individuelles. Et c'est après que si chacun est engagé dans la lutte contre la maladie, on peut unir ces actions. Mais quand on n'a pas d'initiative, on n'a pas de décision individuelle, on ne peut pas s'engager dans une lutte. D'accord. C'est comme quand vous prenez quelqu'un qui consomme le tabac. L'arrêt, dire je vais arrêter ou arrêter le tabac, c'est une action qui émane de la personne qui est exposée à la fumée du tabac. Donc il faut qu'il s'engage personnellement. S'il n'y a pas d'engagement sur le cœur, il ne peut pas avoir un engagement collectif. Il n'y aura même pas de résultat. Il n'y aura pas de résultat. Alors, outre le collège médical pour cette journée du 4 février, les associations, les ONG et même les personnes, les anciens malades du cancer s'associent donc à cet événement pour célébrer Agikan n'est pas un reste. Vous êtes la présidente donc de cette association, Dr Ndiaye. Alors dites-nous, depuis quand elle a été créée cette association? Quelles sont vos limites dans les différentes campagnes que vous menez pour la lutte contre le cancer? Bonsoir. Je vais commencer d'abord par vous remercier pour l'opportunité que vous offrez aujourd'hui à l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer de s'exprimer, mais aussi remercier ces téléspectateurs qui nous suivent. Donc l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer a été créée en 2013, donc elle est relativement jeune par rapport à d'autres associations qui évoluent depuis plus de 15 ans, mais qui dans le temps a su effectivement frayer son chemin dans la lutte contre le cancer en République de Guinée. Donc l'Agikan ne va pas rester en marge pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, et c'est une journée qui cette fois-ci elle est exceptionnelle parce qu'elle marque la 20e année de célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer qui a été initiée par l'Union internationale contre le cancer dont l'association guinéenne fait partie. Donc je pense que c'est un plus. La Guinée doit être fière qu'il y ait des associations qui fassent partie des associations internationales qui luttent contre le cancer. Cela nous permet de créer une visibilité des actions contre le cancer qui sont menées en République de Guinée. Donc cette année, voilà. Parlez-nous quelques actions posées, quelques actes posés par rapport à cette association jeune. Oui. Jeune, mais très dynamique, on va le dire. C'est parce que c'est composé seulement de médecins ou il y a non-médecins également dans cette association? Non, l'association est composée de beaucoup de bénévoles, on va le dire comme ça. Donc ce sont des bénévoles qui sont d'abord des professionnels de la santé et qui ne sont pas du tout professionnels de la santé, mais qui ont jugé nécessaire d'accompagner l'association pour mener la lutte. Donc ce sont peut-être des personnes aussi dont les parents ont été atteints de cancer ou bien des anciens malades. Et comme je le disais tout à l'heure, des jeunes personnes, des comptables, des gens qui ont fait le marketing, qui ont décidé de nous accompagner. Voilà. Alors, parallèlement à ce que les médecins feront le 4, vous, qu'est-ce que vous apportez à cette journée mondiale du 4 février? La journée du 4 février a toujours été célébrée par l'association guinéenne et donc ça fait partie de nos activités, de nos objectifs, à savoir mener des campagnes de sensibilisation et d'information. Et c'est à juste titre que nous sommes en partenariat avec l'équipe du professeur Bangali, justement pour mener à bien cette journée de dépistage qui sera entièrement gratuite. Et comme d'habitude, lorsque nous faisons des campagnes de dépistage, il est bien encore de le rappeler à l'antenne que toutes les
lésions précancéreuses qui sont dépistées sont totalement prises en charge par l'Association guinéenne pour la lutte contre le cancer. Très bien. Docteur, vous avez parlé tout à l'heure de marathon. Cet événement aussi, ou cette activité aussi, c'est pour le 4, c'est organisé par vous et puis qui vous accompagne, vos partenaires dans cette même lutte. Alors, le marathon est une activité qui a été instaurée maintenant il y a 3 ans. D'habitude, c'était des séances de sensibilisation et de dépistage. Alors, on a instauré le marathon depuis 2017. C'était pour marquer un pas parce que c'est un appel à une prise de conscience sur l'importance de l'activité physique régulière. Donc, ce marathon a été toujours différé parce que la journée mondiale, depuis maintenant 3 ans, correspond à un jour ouvrable. Donc il faut bien, pour mobiliser les personnes, il faut déplacer cela à un week-end. Donc on a célébré les différentes journées passées en différé pour ces différentes raisons-là. Donc, quels sont les axes que vous allez emprunter? Alors c'est toujours l'autoroute. Le point de regroupement, c'est la station SIG Madina, donc juste sur l'autoroute. Et de là-bas, on se dirige vers le jardin 2 octobre, où on va Et est-ce que vous ne pensez pas que le trajet est trop pour un marathon? C'est pas petit pour les sportifs de votre carrure, par exemple, professeur? Bon, c'est la tradition. D'accord. Alors donc c'est pas pour faire une course de vitesse, mais c'est juste pour dire que chaque individu doit, parce que de là-bas au jardin, avec le rythme d'avancement, on fait à peu près 30 minutes à 45 minutes. Donc c'est pour rester dans les normes de l'OMS qui recommande 30 minutes d'activité physique régulière, c'est-à-dire 5 fois par semaine, donc une fois par jour peut-être, et jusqu'à au moins 5 fois par semaine. Donc c'est pour rester dans cette marche que nous avons choisi. On revient à vous, docteur Ndiaye. Vous avez parlé tout à l'heure de la prise en charge des malades lors de du 4 février, qui sont prises en charge par l'association. Alors faites-moi un peu, vous avez parlé tout à l'heure d'une association Jeune Dynamique. Alors est-ce que l'on peut avoir un bilan de 2015 à nos jours? D'accord. 2019, 4 ans. D'accord. Le bilan, déjà, on va commencer par la genèse de nos activités. La première activité que nous avons initiée, c'était le dépistage des cancers de la peau, des cancers cutanés chez les albinos. Très bien. Voilà, donc lors de cette journée de dépistage, je ne peux plus me rappeler des chiffres exacts, mais nous avons pris en charge des lésions précancéreuses jusqu'à la guérison totale, on va le dire comme ça, et jusqu'à présent, qu'il y a des patients encore qui ont été dépistés depuis ce jour, depuis 2013, mais qui continuent encore à être suivis par l'association. Voilà. Et ensuite, au-delà de 2014, nous avons encore célébré la journée mondiale. Nous avons fait des campagnes de dépistage. Nous sommes allés vers les dames de la presse où nous avons fait une campagne d'information et de sensibilisation justement pour que ces femmes de la presse puissent être le relais, parce qu'on s'est dit qu'il était important de pouvoir communiquer, que les femmes soient informées de ce que c'était le cancer du sein et comment est-ce qu'on pouvait le dépister de façon précoce pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge gratuite. Donc, à cela encore, on a fait beaucoup d'activités, on va le dire comme ça. Nous avons effectué aussi un déplacement dans la ville de Bokeh, où nous avons fait aussi une campagne de dépistage, où nous avons dépisté plus de 800 femmes ce jour, et chez qui nous avons trouvé aussi des nodules et qui ont été renvoyés vers Conakry ici pour la prise en charge. Ensuite, nous avons aussi formé du personnel de santé, parce que l'un des objectifs aussi de l'association, c'est de renforcer les capacités des structures et du personnel. Nous avons formé des sages-femmes, nous avons formé des infirmières, nous avons formé aussi des étudiants en santé aux techniques de palpation du sein. Ensuite,
je pense, si je ne m'abuse, on a encore organisé 2 autres campagnes de dépistage du cancer du col. La première, c'était au niveau de l'hôpital Jean-Paul II et la seconde a été réalisée en partenariat avec le Rotary Club de Conakry au niveau de la maison des jeunes de Nongo. Et donc, vous étiez avec nous lors du mois d'octobre passé. Ah bon? Voilà. Je m'en souviens plus. Alors, vous allez faire tout à l'heure, après cette question, cette démonstration d'autopalpation pour permettre à d'autres femmes de maîtriser encore cette pratique. Professeur, nombreux progrès ont été réalisés. Il faut le rappeler, d'autres sont en cours. Aujourd'hui, dans le cadre, il faut le dire, dans le cadre de la recherche, à quel niveau aujourd'hui, à quelle échelle les cancérologues, vous évidemment, à quelle échelle la Guinée se situe dans cette échelle de recherche pour tout ça là, concours au traitement efficace de la maladie? Alors, il y a eu énormément de progrès dans la prise en charge des patients atteints de cancer. La recherche est allée au-delà de la prise en, ou peut-être en amont de la prise en charge des cas de cancer, parce que dans la cancérologie, il y a, quand vous prenez l'histoire naturelle du cancer, il y a l'histoire d'avant la naissance du cancer, il y a l'histoire de l'évolution d'un cancer. Alors, donc, avant la formation, avant la naissance du cancer, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire ce sont des actions pour éviter l'apparition du cancer. Donc, il y a eu énormément de progrès dans la compréhension de la cancérogénèse et des facteurs qui sont impliqués dans la genèse du cancer. Alors, si je prends ce plan-là, la Guinée a joué un grand rôle dans la connaissance du virus du papillome humain, parce que lorsqu'on faisait, le Centre international de recherche sur le cancer faisait ses études sur la cartographie de la prévalence de l'infection par le virus du papillome humain, parce qu'il y a beaucoup de sérotypes, de types de virus du papillome humain impliqués dans la genèse du cancer, la Guinée a joué un grand rôle dans ces études-là. Et c'est ce qui a d'ailleurs valu la création du centre régional francophone de prévention des cancers gynécologiques. Donc ce centre aussi a joué un grand rôle dans la formation des agents de dépistage à travers l'Afrique francophone, mais aussi l'Afrique anglophone. Donc c'est un centre qui est dédié à la formation. Il y a donc ces aspects de la prévention, le dépistage également. Il y a eu beaucoup d'études sur ça, et pour que l'inspection visuelle à l'acide acétique et au lugol dans le dépistage de cancer du col de l'utérus soit retenue, la Guinée aussi a joué un grand rôle dans la détermination de la sensibilité et de la spécificité de ce test de dépistage dans le cancer du col de l'utérus. Donc beaucoup d'études ont été menées et c'est le lieu d'ailleurs de rendre hommage à nos dévanciers, notamment l'équipe de professeur Namouri Keïta et l'équipe de professeur Moussa Koulibaly, qui ont largement contribué à ces différentes campagnes. Alors le progrès, c'est aussi sur le plan diagnostic. Aujourd'hui, en dehors de l'aspect histologique, c'est-à-dire dire que c'est tel type de cancer, on va au-delà pour caractériser le comportement biologique de la maladie. Vous pouvez prendre différents types de cancers du sein, mais ces différents types de cancers ont le même type histologique, mais avec des comportements biologiques différents. C'est-à-dire on est arrivé aujourd'hui à identifier des gènes que portent les cellules cancéreuses, et ces gènes peuvent être des cibles de traitement aujourd'hui. Donc vous avez différents types de cancers, mais avec des traitements différents. Et ensuite, donc en dehors de cette caractérisation du comportement de la maladie, il y a eu beaucoup de progrès dans l'imagerie. Vous savez, le cancer, c'est une maladie qui naît au niveau d'un organe, donc avec destruction des tissus d'origine et dissémination à distance. La cellule cancéreuse est caractérisée par une résistance à l'hypoxie, c'est-à-dire
quand vous privez une cellule d'oxygène, normalement, la cellule qui se nourrit d'oxygène, cette cellule meurt. Mais la cellule cancéreuse résiste à cette hypoxie-là. Alors, cette propriété a été utilisée en imagerie pour rechercher la présence des cellules dans différents organismes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'imagerie moléculaire. Et c'est justement le PET scan ou la tomographie par émission de positons. C'est un examen qui est vraiment très cher, qui n'est pas encore répandu dans nos différents pays. Mais certains pays africains sont en train aujourd'hui de mettre en place cette imagerie-là. Je prends l'exemple toujours du Burkina Faso, qui est en train de construire le centre à votre niveau, le cancer. Pourquoi nous, on ne peut pas avoir ce appareil? Alors nous sommes en train de nous battre pour avoir un service de cancérologie. Ça ne devrait pas être le cas pour un pays que nous avons. Nous ne devons pas nous battre pour avoir un service de cancérologie. Nous sommes jusque-là depuis 2007 au stade d'unité. Nous sommes en train aujourd'hui de nous battre pour que dans la nouvelle plateforme de Donka, pour que nous ayons un service de cancérologie. Ça ne devrait pas être un combat ni un effort à fournir pour avoir le service. Aujourd'hui, on devrait être au stade de création d'un institut national du cancer. Un institut qui est à l'image de l'hôpital Donka pour traiter et recevoir et traiter dans toutes ses formes le cancer, qui atteint les Guinéens. Donc on devrait être à ce stade-là. Mais malheureusement, bon, on fait avec les réalités du moment. Le gouvernement est attelé à beaucoup de chantiers. On espère que, bon, peut-être, j'ai toujours lancé ce défi à M. Alpha Condé. Pour vous. Justement, j'ai toujours lancé ce défi-là à M. Alpha Condé pour que, à la fin, donc avant la fin de son mandat, qu'il pose la première pierre de l'Institut national du cancer. Donc il y a eu beaucoup de progrès, notamment aussi en radiothérapie. C'est difficile d'en parler si on n'a pas de radiothérapie, parce qu'on est allé de rayons X. Aujourd'hui, nous sommes dans l'imagerie qui intègre l'imagerie par résonance magnétique, c'est-à-dire la radiothérapie qui intègre l'imagerie par résonance magnétique. Avant, les effets secondaires de cette radiothérapie étaient très énormes, la dose délivrée était très faible, donc pour traiter des organes en profondeur, il faut élever la dose pour que on puisse traiter, mais ça engendrait secondairement des effets secondaires très énormes. Aujourd'hui, on peut traiter le cancer, limiter, et même les organes qui n'étaient pas inclus dans le traitement du cancer, aujourd'hui ces organes peuvent être traités. On peut faire la radiothérapie du foie, on peut faire la radiothérapie des poumons, on peut faire la radiothérapie dans tout quel que soit l'organe. Du pancréas, de tout ce voilà, tous les organes peuvent être traités. Et ça, c'est le progrès de la radiothérapie. La chirurgie, c'était limité tout simplement à enlever les organes. Et avec des séquelles qui étaient très énormes. On est allé de la chirurgie donc d'exérèse ou d'ablation des organes atteints à la chirurgie conservatrice. C'est-à-dire aujourd'hui on peut traiter un cancer chirurgicalement tout en conservant l'organe atteint. On est allé aussi à la reconstruction, c'est-à-dire à la chirurgie plastique pour traiter les séquelles laissées par le traitement chirurgical. Aujourd'hui, la chirurgie est plutôt préventive parce qu'on va en amont, on voit, il y a des patients qui ont des prédispositions à développer certains cancers, donc on peut faire de la chirurgie pour éviter l'apparition du cancer sur ces personnes-là. Donc, et aujourd'hui, et même l'abord chirurgical a beaucoup changé, c'est la chirurgie en miniature, c'est-à-dire ce qu'on fait à ciel ouvert avec main levée, on le fait aujourd'hui avec l'endoscopie, on le fait aussi avec le robot. Donc c'est la chirurgie robotique, vous pouvez rester là, commander une intervention chirurgicale à Kindia et ainsi de suite. Donc ce sont des progrès. C'est vraiment beau, professeur, ce que vous dites, mais nous voulons que toutes ces choses soient dans nos CHU et à Conakry.
car vous êtes spécialiste en chirurgie pour aider, pour sauver des vies. Alors, on va revenir à Dr Ndiaye pour la petite démonstration, autopalpation, et puis nous dire éventuellement qui vous accompagne dans vos différentes activités, parce que la prise en charge, ça a un coût, et c'est gratuit pour les patients, et quels sont les partenaires qui sont à vos côtés. D'accord, donc on va d'abord commencer par l'autopalpation. Il n'y a pas de mannequin, donc on va juste essayer d'expliquer aux femmes que d'abord la première des choses à faire, c'est de pouvoir reconnaître son corps. Est-ce que vous pouvez vous lever? Oui, mais il faut le faire, justement, c'est ce que j'allais dire. Parce que non, vous pouvez même vous asseoir quand même, quand il faut vous imiter le geste. Voilà, il faut quand même montrer comment il faut procéder. Les deux temps, c'est-à-dire l'inspection et la palpation. La femme. Est-ce que la régie, les caméramans, elle peut s'arrêter pour la démonstration? Alors, allez-y, arrêtez-vous, on va voir. Hein. On va voir ce que ça va donner. Oui. Donc, déjà, ce qui est important, c'est que chaque femme soit apte à pouvoir regarder son corps devant un miroir. Devant le miroir, qu'elle enlève son soutien-gorge, qu'elle le regarde de face, mais aussi qu'elle se mette sur le côté, sur le profil. Qu'elle soulève les deux bras, ça lui permet d'avoir une très bonne visibilité sur sa poitrine. Exactement. Et donc, prendre sa main droite pour palper le sein gauche et prendre la main gauche pour palper le sein droit. De quel côté? Au niveau des aisselles ou juste à côté? Non, j'y viens. Donc, avec la main droite, elle doit pouvoir palper le sein gauche. Et comme je le disais, il faudrait créer 4 lignes. Une première ligne de façon perpendiculaire, une autre ligne de façon horizontale. Ça nous donne 4 cadrans. Un là, un là, un là, un là, et au milieu, on a le mamelon qui est là. Donc avec cette main, elle va faire des petits mouvements circulaires de la taille d'une pièce de monnaie, d'abord de façon superficielle, ensuite de façon profonde. À la recherche de quoi? D'une petite boule qu'on appelle communément le nodule. D'accord? Qui peut être dit en poula leke ou bien en soussou. Routi. Voilà. Routi. C'est ça, routi. Le routi que l'on mange là. Voilà. Parce que quand tu dis à quelqu'un, à une femme, par exemple, qui est soussou, tu as palpé tes seins ou c'est toré. Elle te dit routi. Donc il y a une petite boule. Exactement. Mais quand tu dis à une femme qui n'a pas été à l'école, tu as palpé le sein, tu as trouvé un nodule, elle te dira, je ne sais pas c'est quoi le nodule. Donc il est important de pouvoir utiliser la langue vernaculaire justement pour pouvoir permettre aux femmes de reconnaître. Donc ensuite, on descend au niveau du deuxième cadran. Elle fait le même mouvement circulaire superficiel profond. Ensuite, elle passe troisième cadran, quatrième cadran. Mais il ne faut pas oublier justement qu'elle doit aller jusqu'au niveau du creux axillaire pour pouvoir palper, pour voir aussi s'il n'y a pas un nodule. Et ensuite, presser le bout du sein pour voir s'il n'y a pas un liquide qui va sortir. S'il y a un liquide qui sort de couleur blanchâtre, il n'y a pas de problème. Ok. Mais quand le liquide qui sort est de couleur jaunâtre foncé, ou bien couleur sang, ou bien qui ressemble à du pu, donc qui est un peu fétide, la dame doit directement se diriger à l'hôpital. D'accord, rencontrer un spécialiste qui va voir ce qui ne va pas. Mais il est à rappeler aussi qu'une femme qui allaite, elle ne peut pas palper son sein parce que quand elle presse, c'est le lait qui sort. Mais dès l'instant où ce n'est plus le lait qui sort, mais que c'est du sang qui sort, elle doit aller vers le professionnel de la santé. Et à tour de rôle, elle passe au niveau du sein droit, mais toujours avec la main gauche pour palper. Comme je l'ai dit, il faut toujours créer une ligne imaginaire en 4, ça permet d'avoir les différentes circonscriptions et c'est pourquoi il est important que les femmes apprennent à se palper parce qu'elles sont d'abord les premières à se toucher, donc être aptes à pouvoir reconnaître un changement. Et il n'est pas interdit aussi que les conjoints qui passent aussi du temps avec leurs partenaires soient à même aussi de pouvoir palper. D'accord? Et donc je pense que par rapport à la méthode de l'autopalpation, c'est ce qui est important à dire. Et 4 jours après la fête des menstrues, c'est possible de le faire. Et les femmes déjà qui sont en ménopause peuvent programmer le début du mois pour maintenant pratiquer l'autopalpation. Et pourquoi les seins, on ne doit pas les palper pendant les périodes de menstrues? Parce qu'elles sont bombées et parce qu'elles sont sensibles. Donc à ce stade-là, on ne peut pas dépister de nodules. Voilà. Ça, c'est au niveau des seins. Au niveau du col, ça, il faut aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. D'accord. Alors,
il faut tout simplement prendre un spéculum, poser et regarder le col. Le simple fait de faire ça permet de voir des anomalies au niveau du col sans même appliquer le Lugol ni l'acide acétique. Maintenant, pour des structures où il y a une formation au dépistage, on peut appliquer l'acide acétique et le Lugol pour voir les variations de la coloration au niveau du col et puis détecter des lésions précancéreuses. L'autre question, docteur Ndiaye, vos partenaires, l'accompagnement pour obtenir un fonds pour aider des femmes. D'accord, donc je vais commencer d'abord par le partenaire que nous avons, c'est celui du ministère de la Santé, avec qui nous avons un partenariat, je pense, qui date de 2 ou 3 ans. Donc, ce qui nous permet d'être accompagnés par la structure de façon morale à toutes les activités que nous organisons. Et je pense que c'est le lieu de remercier justement le ministère de la Santé pour toutes les facilités qu'il nous accorde et l'accompagnement aussi qu'il nous fait lorsque nous nous déplaçons ou bien lorsque nous organisons des journées de dépistage ou bien de sensibilisation. Ensuite, il faut remercier le service de l'unité de chirurgie oncologique avec le professeur Bangali qui déjà est un partenaire technique. Dès le début des activités de l'association guinéenne pour la lutte contre le cancer, il n'a ménagé aucun effort pour être à notre disposition et mettre toute son équipe à notre disposition, qui nous ont toujours accompagnés lorsque nous avons réalisé des activités. Et je pense que c'est le lieu encore de le remercier personnellement, mais aussi de remercier toute son équipe qui nous accompagne depuis toujours en tant que bénévole sans rien demander en retour. Et de l'autre côté aussi, c'est qu'il faut dire que nous manquons beaucoup de subventions de la part des entreprises vers qui nous adressons souvent des courriers pour nous accompagner. Et je pense que je vais encore profiter de cette opportunité pour dire que cette année, si vous avez remarqué la campagne I Am and I Will, pourquoi il a été instauré, c'était pour que nous allions maintenant vers les personnes de façon individuelle pour mener des actions de lutte contre le cancer. Parce qu'à vouloir demander quelque chose de collectif, on se rend compte que ça ne marche pas. Mais lorsque la volonté, elle est là de façon individuelle, on se rend compte qu'il y a des personnes qui accompagnent. Donc c'est pourquoi il est intéressant d'aller vers des leaders, des personnages publics qui ont la voix, en tout cas qui peuvent sensibiliser des personnes justement pour adhérer à une campagne ou adhérer à la lutte contre le cancer qui est un fléau qui de près ou de loin justement peut toucher un membre de la famille, un ami ou des collègues. Personne n'est à l'abri, il faut Exactement. le dire. Docteur, dans mon intro tout à l'heure, j'ai donné quelques chiffres concernant le service de cancérologie à Conakry. C'est 7300 nouveaux cas, et dont 6000 décès par jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tant de décès liés à la maladie? Quelles sont les dispositions qu'il faut après après le mois d'octobre pour aider les femmes, les personnes tout le monde de façon générale à éviter cette maladie, s'il faut l'éviter. On parlera tout à l'heure aussi des personnes qui ont hérité cette maladie. Qu'est-ce qu'il faut pour ceci également? Bon, je pense qu'il faut une stratégie nationale de lutte contre le cancer. Il faut un plan cancer qui va intégrer les volets de dépistage. Il faut qu'il y ait un centre de dépistage où que le dépistage soit intégré dans le paquet minimum d'activité de nos structures de santé. Parce que c'est là-bas tout commence. Il faut également former ces agents, c'est-à-dire les agents des structures de santé primaires, à reconnaître. Il y a un paquet appelé le paquet minimum essentiel pour le diagnostic précoce des lésions ou des cancers développé par l'OMS. Donc ce paquet-là est à notre disposition. Donc il faudra qu'on ait une stratégie pour intégrer cela dans le paquet minimum d'activité des structures de santé. Donc il faut mettre un accent sur le diagnostic précoce parce que les patients viennent à des stades avancés. Ces stades avancés appellent à faire une
par exemple, une chimiothérapie qui n'est pas subventionnée par l'État, donc qui est très coûteux. Et si vous recevez 100 malades, il n'y a que 15 à 20% qui arrivent à faire ce traitement-là. Et sur les 20%, il n'y a que 50% qui arrivent à terminer le traitement parce qu'au bout, il n'y a plus de ressources pour payer ces médicaments-là. Dans les autres pays, il y a une subvention de ces médicaments. Nous ne sommes pas encore arrivés là, mais c'est un appel à l'action pour que ces médicaments-là soient disponibles dans la pharmacie centrale. Parce que pour qu'il y ait une subvention, il faut que les médicaments soient disponibles à la pharmacie centrale de Guinée. Nous sommes à pied d'œuvre pour que amener justement la direction nationale de la pharmacie et également la pharmacie centrale pour que ces médicaments-là soient disponibles. Ce n'est qu'après cela qu'on peut mener des démarches pour subventionner ces médicaments-là. Donc il y a cela. Il y a aussi ces mortalités justement. Si vous prenez le cancer du col, 80% meurent parce qu'il n'y a pas de radiothérapie. Le cancer du col seul fait 1500 victimes de façon annuelle. Quand vous répartissez ça sur les 365 jours de l'année, on se retrouve à 4 à 5 malades, à 5 femmes guinéennes qui meurent de ce cancer-là par jour. Et ce n'est pas acceptable ça. Donc si on a un centre de radiothérapie, ça peut diminuer considérablement la mortalité. Il y a beaucoup de gens qui peuvent aller, mais quand vous incluez les frais de transport, les frais de séjour, ça c'est déjà plus que les femmes dépensent dans les pays voisins pour la radiothérapie. Et sans compter les retards de traitement. Donc il y a tous ces facteurs-là qui expliquent cette mortalité élevée. Toutefois, nous sommes vraiment en train de travailler énormément pour améliorer l'accès à ce traitement-là. Et justement, parce que l'ONG, il y a des ONG qui nous aident, qui nous apportent des médicaments. Actuellement, on a un stock de médicaments qu'on est en train de donner gratuitement. C'est-à-dire, il suffit qu'on voit que la personne ne peut pas payer et donc on donne ces médicaments gratuitement. Mais ce n'est pas suffisant, parce que c'est une goutte dans l'eau, dans l'océan. Alors, je disais tout à l'heure que nul n'est à l'abri de la maladie. Pour reculer donc le poids, il faut passer par le dépistage précoce pour arriver à une guérison définitive. Professeur, ce dépistage précoce pour arriver à un traitement définitif est dédié à une catégorie de cancer. Alors, ceux qui sont héréditaires, un mot juste par rapport à ces personnes. Il faut que je rassure tout le monde. Parce qu'on disait que le cancer, quand on a le cancer, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, ce n'est pas une maladie guérissable. Alors ça, c'est archi faux. C'est que si on a un cancer et que ce cancer est diagnostiqué tardivement, on n'a pas accès au traitement qu'il faut pour inverser cette tendance. Naturellement, la mortalité va être élevée. Nous, on reçoit, pas plus tard que les semaines passées, on a vu au moins 7 à 8 malades traités en 2007, c'est-à-dire depuis les premières années de la création. Ça veut dire qu'avec peu de moyens, on peut faire le dépistage, le diagnostic précoce et traiter et guérir de cancer. On a beaucoup de malades qui viennent à des contrôles. Seulement pour affirmer la guérison, il faut qu'on revoie les malades traités. Donc, à les revoir, on peut se dire que ces gens-là sont guéris au-delà de 5 ans, même si le risque de rechute est là. Et on peut affirmer la guérison. Pour les cancers héréditaires, il n'est pas dit que forcément, quand un cancer héréditaire, qu'on ne peut pas guérir. Le cancer du sein fait partie de ces cancers-là. 10% des cancers du sein surviennent chez des personnes qui ont une prédisposition génétique à développer la maladie. L'essentiel, c'est
le diagnostic précoce, le traitement qu'il faut. Parce que le traitement, ça ne se limite pas à la chirurgie, ça ne se limite pas à la chimiothérapie. S'il y a, je parlais tout à l'heure des gènes, s'il y a par exemple un oncogène qui nécessite d'être ciblé et d'être traité par une thérapie ciblée, il faut appliquer ça. On a sauvé des personnes, même étant à distance, c'est-à-dire des gens qu'on a évacués à distance. Nous avons commandé des traitements à distance. Donc ces traitements-là, et ces gens-là sont aujourd'hui parmi nous. Donc c'est parce que si on applique ces traitements-là, on peut guérir les malades. Donc il y a des malades guéris de cancer, même s'il s'agit de cancer héréditaire. Donc l'hérédité ne condamne pas la guérison, mais si vous prenez l'exemple de la Angelina Jolie, qui s'est fait enlever, ça c'est la chirurgie préventive. Donc elle s'est faite enlever. Elle était prédisposée, donc elle a pris des précautions. Elle a pris des dispositions pour prévenir la survenue du cancer. C'est là où intervient la chirurgie préventive ou le traitement préventif de l'apparition du cancer. D'accord. On va poser quelques questions et on laisse l'antenne aux téléspectateurs. Ils ont envie de vous poser beaucoup de questions. Docteur Ndiaye, c'est 4 février, tout le monde est motivé, le ministère, les associations. Est-ce qu'après cette journée mondiale, est-ce que vous avez prévu, vous avez mis en place des plateformes, des sites de relais pour que la population suive et que les personnes qui sont concernées par la maladie ou d'autres poursuivre l'évolution un peu du progrès, de comment ça se passe, les traitements, les différents sites, lorsqu'on a, après la journée du 4 février, bien sûr. Est-ce que vous avez mis en place ces dispositifs pour aider un peu la population à suivre l'évolution de la maladie sur les différentes plateformes? Oui, effectivement, nous sommes en train de nous atteler à ça. Il y a déjà une année. D'habitude, lorsque nous menions des campagnes de dépistage au niveau des différentes communes de Conakry, on demandait justement à ce que ceux qui voulaient encore continuer le dépistage ou la prise en charge se fassent consulter au niveau de l'unité de chirurgie oncologique. Et donc, depuis l'année dernière, nous avons mis en place pour l'instant un centre de dépistage qui continue à fonctionner après les campagnes de dépistage. Et donc, lorsque les femmes, elles viennent, elles se font dépister, on leur remet des cartes. Justement, à travers ces cartes, elles peuvent revenir selon le rendez-vous qui leur a été donné si elles ont des lésions précancéreuses et qu'elles ont déjà bénéficié, mais aussi leur dire qu'à chaque fois qu'elles vont entendre parler d'une campagne de dépistage, qu'elles y viennent. Et il y a d'autres femmes aussi à qui on remet des cartes comme ça parce qu'elles ont été l'objet de consultation et on leur dit voilà, chaque 2 ans, chaque une année, vous revenez justement pour pouvoir être suivis. Et on a un registre avec lequel on a les numéros de téléphone, les contacts ainsi que les diagnostics. Et donc très souvent, il y en a à qui qu'on rappelle justement pour venir afin de pouvoir respecter le rendez-vous. Il y a pas un site d'info pour Aguican, par exemple. Nous sommes en train d'aller vers ça. Nous sommes en train d'aller vers ça. Nous avons une page. Nous avons une page Facebook qui est très souvent animée. Voilà, sur laquelle souvent on reçoit beaucoup de questions qui sont répondues. Mais au-delà de ça, nous essayons d'aller vers une plus grande visibilité, comme on va le dire, afin de pouvoir marquer déjà toutes les activités que nous réalisons. C'est une association jeune dynamique, il y a des éléments qui manquent, Dr Ndiaye. Dès après le 4, on va vérifier est-ce que le site, la plateforme est mise en place. Elle existe. Très bien. Non, en fait, je voulais juste aussi... En fait, ce n'est pas le seul centre. C'est parce que le ministère aussi, qui est notre partenaire, bien sûr, il y a des CMC qui sont équipés. L'appel, la mobilisation pour le dépistage, ce n'est pas seulement pour un centre. Parce qu'un centre pour 6 millions de femmes, ça ne suffit pas. Donc, il faut que les gens comprennent qu'ils doivent venir dans les centres, dans les CMC, dans les hôpitaux où des agents ont été formés pour faire le dépistage. Il y a aussi des centres de santé à Conakry où des agents ont été formés. Mais le problème, c'est quoi? C'est que
Par exemple, quand on a formé des gens à l'Abbé et à Kindia, lorsque nous avons été là-bas pour superviser, les gens qu'on a formés, on a trouvé personne sur place. Alors, plus de presque 2/3 des agents formés. Non, c'est la mobilité des agents. Alors, c'est pour ça que c'est important d'élargir ces formations-là à l'ensemble des structures du pays. Intégrer cela dans le paquet minimum essentiel des soins de santé primaire. Parce que si on fait ça, on forme tout le monde, parce que les gens qui sont malades passent toujours dans une structure de santé. Quand vous prenez l'histoire d'un patient, vous verrez que dès les premiers signes, le patient a consulté dans une structure de santé. Tout à fait. Donc avant qu'il n'arrive chez nous, ça trouvera que au moins 4, 5, 6 structures ont été consultées avant que... Et en ce moment, le diagnostic est déjà tardif. Donc s'il n'y a pas une formation intégrée dans ces structures-là, on sera toujours face à des cancers avancés. Très bien. Alors, je crois que ça va être la dernière question. On parle toujours du coût pour le traitement et vous avez dit tout à l'heure que cette association vous accompagne. Est-ce que vous avez proposé, par exemple, vous les cancérologues, un projet qui peut passer par exemple à l'Assemblée nationale pour que l'État prévoit un pourcentage, peut-être soit-il, dans son PIB, pour vous aider dans la recherche et la prise en charge? Parce que cette association Jeunes et tant d'autres, vous ne pouvez pas compter sur celle-ci dans le traitement et la prise en charge effective. Alors, il y a des pays où le tabac qui est vendu, il y a un pourcentage qui est réservé pour les dégâts causés par le tabac. Tout à fait. Donc, ce pourcentage-là doit vous revenir réversé au ministère de la Santé pour accompagner la prise en charge des affections associées à la consommation de tabac. Le cancer fait partie des programmes maladies non transmissibles. Il est très difficile, ça c'est ma conception à moi. Je ne suis pas pour, disons, les maladies non transmissibles, il y a un dénominateur commun. Tout à fait. Le tabac, l'alimentation, l'activité physique. En dehors de ça, rien ne lie le cancer à ces autres maladies. Alors donc, c'est difficile et donc il faudra un plan cancer. Qui doit proposer ce plan cancer? Vous, le ministère, l'OMS, quoi? C'est le ministère qui doit intégrer ça dans ses activités. Dans tous les pays, en tout cas limitrophes. Je prends le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina. Il y a le programme maladie non transmissible, mais à côté, donc qui intègre le volet donc sur les facteurs favorisants qui nous lient, mais il y a aussi le plan cancer qui est là, qui travaille, comme le programme maladie non transmissible. Tant qu'on ne sort pas de ça, ça va être difficile parce que quand vous réunissez 8 entités, le diabète, maladie cardiovasculaire, les affections respiratoires, les traumatismes, c'est comme si vous regroupez 3 à 4 ministères et vous leur demandez de mener une seule activité. Ça va être très très difficile. C'est notre premier appel, professeur. Allô? Allô? C'est parti. On va attendre. Il y a déjà un autre appel. Allô? Celle-ci aussi est partie. Alors, professeur, un message avant un autre appel aux autorités. Le plan cancer, il faut l'intégrer. Non, il faut l'intégrer, absolument. Parce que dans un plan cancer, il y a ces volets. Alors, oui, allô? Oui, allô? Allô, oui, bonsoir, madame. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Allô, oui, parlez, nous vous écoutons. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle depuis Dapompa, Camara Fatoumata. Voilà, votre question. Oui, j'ai entendu docteur Ndiaye dire faire sa démonstration pour l'examen du sein. Elle a dit de tracer une ligne verticale, ensuite une ligne horizontale. Mais elle n'a pas de l'aide de quoi? L'aide d'un bic, à l'aide d'une craie.
D'accord. Oui. Vous revenez sur la démonstration. D'accord. Il faut imaginer Donc, ça. Madame Fatoumata Kamara, déjà, on vous remercie pour l'attention que vous avez apportée à l'émission. Mais je l'avais dit tout à l'heure, il faut essayer d'imaginer. C'est-à-dire que vous ne prenez pas de règles, vous ne prenez pas de bic, ni rien. Vous vous arrêtez devant un miroir. Vous imaginez ici, moi je suis médecin, on va dire, 2e, 5e espace intercostal, vous créez une ligne imaginaire comme ça. Vous la divisez en 2. On est d'accord comme ça? Oui. Ensuite, ici, on a un cadran, 2 cadrans, 3 et puis 4. Et puis, vous vous mettez à palper avec des mouvements circulaires superficiels et de façon profonde. Mais vous devez comprendre que le sein, pour mieux pouvoir le palper, vous devez le diviser en 4 de façon imaginaire. C'est comme ça. J'espère que Mme Fatoumata a compris la démonstration. Ça fait la 2e fois que Dr Ndiaye fasse la démonstration. Allô, oui? Allô? C'est parti. D'accord. Professeur, je demandais donc un message percutant qui vous tient à cœur à l'endroit des autorités, à l'endroit du ministère de la Santé de l'État. Le message, c'est le plan cancer. On va finir avec ces appels-là. Le message, c'est vraiment le plan cancer. D'accord, le plan cancer. Il y a les maladies non transmissibles auxquelles nous adhérons très intimement, mais il faut un plan cancer. Parce que le cancer, c'est vraiment autre chose. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, allô, bonjour. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Votre nom, d'où vous nous appelez? Oui, moi c'est Cham Aïcha, je vous appelle depuis Kano. Oui, déplacez-vous là, il y a du bruit autour de vous. D'accord. Et votre Ma question? c'est de savoir, j'ai une nièce Oui, allez-y. qui est déjà cancéreuse. Ok. Donc, est-ce que les autres membres de la famille sont prêts aussi disposés? Quelle est ma question? Je vous remercie. Très bien. Avant de répondre, professeur, certainement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on a affiché un numéro où vous pouvez appeler après cette émission pour toute autre question liée à la maladie au niveau des médecins. Alors, professeur, vous pouvez répondre. Lorsqu'on reçoit un patient, la première question est de savoir est-ce que vous avez dans votre famille un cas de cancer. C'est pour éliminer les cas de cancer familiaux. C'est-à-dire ça, c'est la première présomption. Lorsque on a un cas de cancer dans une famille et qu'on consulte pour une maladie qui ressemble à un cancer, c'est déjà un élément qui oriente vers le diagnostic de cancer, même si cela n'est pas de facto. Donc, et c'est ça qui appelle aussi à faire une consultation génétique et à identifier des familles dans lesquelles il y a des prédispositions. Donc ça permet justement de rechercher des anomalies génétiques chez les membres de ces différentes familles. Allô? 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 Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Je voulais intervenir dans l'émission Cancer. Allez-y, nous vous écoutons très rapidement, on ne prend pas assez de temps. Allô, bonjour. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Voilà, je voulais féliciter le professeur Bangali. Allez-y, oui. Je voulais féliciter le professeur Bangali pour l'émission. D'accord, allez-y. Voilà, je viens de connaître Aguican et j'aimerais faire partie du groupe adhérent. D'accord. L'association Aguican. Contribution, parce que je travaille dans le même domaine au Burkina Faso. Très bien. Alors, un de plus. Alors, je voulais dire au professeur Bangali qu'actuellement, avec l'intelligence artificielle, on peut accélérer la lecture des larmes pour le diagnostic. Professeur Daman Sano, justement, je m'associe. Comment vous l'avez reconnu, professeur? C'est justement parce que, vous savez, on se plaint souvent des problèmes de ressources humaines. Très bien. Parfois, on a des problèmes pour interpréter certaines lésions, même des clichés de mammographie. Aujourd'hui, on a l'IRM à la caisse, mais quand il s'agit d'interpréter, je pars sous leur contrôle.
ils sont en connivence avec une équipe tunisienne ou marocaine qui fait l'interprétation. Ils font la technique, on transmet l'image et ensemble ils font l'interprétation. Ça fait une formation à distance. Donc autant pour justement les lectures de l'âme, on a souvent des difficultés. On a une discordance entre ce qui existe chez le patient et l'information qu'on nous donne sur les lames. Donc parfois, on peut mettre ça sur une plateforme et on peut avoir des avis divers. Aujourd'hui, on peut rester, et on a eu à traiter comme ça des cas de maladies à distance. C'est-à-dire le réseau, même le réseau social peut aider. Il y a des plateformes pour ça. Il y a des plateformes qui peuvent aider. À travers une vidéo, en direct, on peut aider un collègue à faire le diagnostic, à dire si la pathologie peut être prise en charge sur place ou il faut nécessairement faire évacuer. Alors, professeur, c'est la fin de cette émission. Docteur, je rappelle que nous étions avec professeur Bangal Traoré, chef d'unité de chirurgie des cancers à l'hôpital d'Onka, et docteur Marie-Angèle Ndiaye, spécialiste en médecine du travail et présidente en même temps de l'association guinéenne pour la lutte contre le cancer, qui étaient donc nos deux invités du 2 février et pour parler de la maladie. C'était tout. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci et prompt rétablissement à tous nos malades alités dans nos différentes structures sanitaires. Prompt rétablissement également à ma tante Hawa Sidibé. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres thématiques dans cette émission à la même heure. Au revoir et à très bientôt.